Aux éditions Albin Michel. Alors là, on est bien loin pour que les gens qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, vous puissiez resituer Bernard Werber que vous connaissez, mais peut-être aussi que vous avez 15 ans et que vous ne le connaissez pas. Bernard Werber, c'est l'auteur des fourmis, la révolution des fourmis, et puis il y a eu aussi les Thanatonautes et puis le Père de nos pères, voilà, c'était il y a 2 ans. Il y a eu également, que je n'en oublie pas, un autre livre sur les fourmis, le livre du voyage, et puis l'Empire des anges, donc qui paraît là, que j'ai tout chaud dans les mains. Alors là, on part dans un univers extraordinaire. Je ne pense pas du tout que vous puissiez aller par là. Les Thanatonautes déjà m'avaient séduite, parce qu'on partait vers un voyage final et retour, j'allais dire. On partait vers la mort, mais là, on part outre-mort, c'est-à-dire que le livre commence sur une image qui est assez cinématographique. Un Boeing défonce un immeuble. Il y a un personnage qui s'appelle Michael Pinson, qu'on a déjà rencontré dans la Thanatonaute, qui se prend ce Boeing en pleine figure, comme ses voisins, comme tous les gens de l'immeuble. Vous le dites vous-même, l'immeuble ressemble à un millefeuille vu de haut. Sa femme, son ex-maîtresse, qui sont dans la pièce voisine, y passe aussi. Tout le monde meurt. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas le mur lumineux tout de suite. Il y a un premier passage. Ah, alors, j'y vais vite là. Hein. Oui, je vais aller aussi vite. Ils vont vers le paradis. Michael Pinson arrive même, il passe toutes les portes du paradis. Mais là, les portes, vous voulez bien nous les expliquer, parce que c'est quand même assez bien vu, quoi. Alors, dites-nous comment ça fait, quoi. Alors, en fait, dans les Thanatonautes, parce que ce livre est un peu la suite des Thanatonautes, même s'il peut se lire indépendamment. C'est la suite, mais ça se peut se lire indépendamment. Voilà. Et les Thanatonautes, vous disiez qu'ils vont vers la mort, je dois préciser, ils vont vers le continent des morts, et en fait, le continent des morts, c'est le paradis. Donc, ce sont des gens, dans les Thanatonautes, de Thanatos, la mort, et Nautis, explorateur, sont des gens qui sortent de leur corps, font un voyage astral, vont vers la lumière au fond. Cette lumière est située en fait au centre de la galaxie, et dans cette lumière, ils tombent devant ce que j'appelle des mox, qui correspond aux portes de différents territoires. Ils traversent un premier territoire qui est le territoire de la peur, dans lequel ils affrontent leur peur, un territoire du désir dans lequel ils affrontent leurs fantasmes, un territoire de la connaissance dans lequel ils ont accès à toutes les connaissances, un territoire dans lequel ils ont l'épreuve du temps. C'est un peu comme le Styx, le fleuve des morts qui coule doucement pour arriver à la montagne du jugement. Et là, donc dans la théorie des Thanatonautes, tous les humains, nous sommes tous jugés pour nos bons ou nos mauvais actes. Se pratique la pesée, la mesure de l'âme. Et si la pesée de l'âme, oui, il faut le faire. Il fallait trouver l'idée, là. On retrouve ça dans le livre des morts égyptiens, même tibétains. Mais là, vous êtes en train de parler quand même de l'Empire des anges aussi, hein, je le précise pour ceux qui nous écoutent. Une fois que l'âme est légère, elle est libérée, pour les meilleurs, elle est libérée du cycle des réincarnations. Il faut 600 points quand même. Voilà, il faut 600 points, il ne revient plus sur Terre, et on lui propose soit d'être un grand initié qui va aider les autres humains sur Terre à progresser, soit de devenir un ange qui, depuis le paradis, dans un territoire qui est derrière le paradis, qui s'appelle le territoire des anges, l'Empire des anges, d'essayer de sauver 3 humains. Alors, il faut les choisir, les 3 humains. Donc, votre personnage, Michael Pinson, ça lui arrive. Donc, il se retrouve de quelque part où il ne sait pas très bien. Il ne sait pas très bien s'il est mort au début. Bon, puis il comprend qu'il est mort, finalement. Il voit que sa femme et son ex-maîtresse sont mortes. Il voit des locataires d'immeubles. Il voit des tonnes de gens qui sont là à flotter ou en lévitation autour d'arbres qui reçoivent plutôt des ondes de la terre pour savoir ce qui s'y passe exactement. Et il se retrouve devant Émile Zola, d'une certaine manière en jugement, avec une pesée de son âme. Seulement, il n'arrive pas à 600 points. Donc il risque d'être envoyé sur Terre. Premier problème. Émile Zola est son ange gardien. Déjà, il a beaucoup de chance parce qu'il a un ténor du barreau, si je peux dire. Et Émile Zola conteste le jugement de l'âme de Michael et dit « Attendez, mon client il est peut-être à 593 points, mais on va arrondir à 600 parce que malgré tout, c'est la curiosité qu'il a animée dans sa vie de Thanatonaute. Et maintenant, il faut récompenser les gens curieux, parce que, comme il dit, le pire péché que peut faire un être humain, c'est pas d'être méchant ou de mal se comporter, c'est d'être ignorant. Et Michael Pinson s'est battu contre l'ignorance, donc il mérite le statut d'ange, et on laisse donc à Michael ce choix, revenir sur Terre pour être un grand initié, ou rentrer dans l'Empire des anges pour devenir un ange, et depuis le territoire des anges, essayer d'aider l'humanité à progresser. Alors Zola Tempête, il dit « J'accuse les archanges d'avoir falsifié la pesée de l'âme de mon client », parce qu'on dit le client. « J'accuse les archanges d'avoir bâclé un procès qui les embarrassait. J'accuse enfin cette cour céleste de n'avoir eu pour seul objectif que d'expédier au plus vite une âme dont le seul péché est d'avoir eu de la curiosité. » Alors cette curiosité, justement, celle de Michael Pinson, on la trouve dans les Thanatonautes. Son livre, il écrit un livre donc où il a
essayé de faire une sorte de recherche, c'est thanatonaute quoi, en fait, Bernard Werber. Son livre n'a pas marché autant qu'il le souhaitait, il pense qu'il y a des forces, on va dire divines, enfin qu'on l'a un peu empêché de dire ce qui pouvait se passer dans l'au-delà en fait. Vous réglez vos comptes là, Bernard Werber. Hein. Ouais, donc oui, c'est compliqué. Quand vous allez arriver là-haut, ça va être très Michael compliqué. Pinson a aussi écrit un livre qui ressemble à mon premier livre. Oui, Voilà. oui. C'est une sorte de mise en abîme. C'est-à-dire, il y a un livre dans le livre. Mais là, je crois que je ne veux pas créer la confusion non plus auprès des non, mais là, éditeurs. je vous blague. Là. Mais c'est vrai que mon premier livre n'a pas rencontré l'auditoire que j'espérais. Et c'est devenu une sorte, c'est surprenant, de livre culte quand c'est sorti un livre de poche. C'est-à-dire que les gens se disaient, tiens, il y a un truc vraiment qui sort de l'ordinaire, parce que j'avais essayé dans les thanatonautes de trouver le point commun de toutes les religions et d'essayer à partir de là de raconter ce que racontent toutes les religions, à savoir la réincarnation, le jugement, la pesée de l'âme et l'évolution de l'humanité. Mais là, donc, dans l'Empire des anges, ce qui me préoccupe, c'est plutôt comment, s'il existe des anges, des entités supérieures dans le ciel, comment ils agissent pour nous sauver. Et donc, dans l'éducation de Michael Pinson, qui en fait apprend à être un ange, parce qu'il a une éducation, il va apprendre... Il a un ange éducateur au début, voilà. Formateur, oui. Et son ange formateur, c'est Edmond Wells, qui est un personnage qui réapparaît dans les fourmis. Et il va apprendre par exemple comment agissent les anges. Ils agissent par différents leviers qui sont les rêves, les intuitions, les signes, les médiums et les chats. C'est surtout d'ailleurs les rêves, c'est-à-dire que les anges ne peuvent pas directement sauver un humain, mais par contre ils peuvent lui insuffler en rêve la solution à son problème. Et donc le problème des anges, c'est que la plupart des humains se réveillent en oubliant leurs rêves, alors qu'ils avaient la solution à tout. Et le deuxième problème terrible auquel sont confrontés les anges, c'est que la plupart des humains essaient de réduire leur malheur plutôt que de vouloir construire leur bonheur. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent tout le temps en train d'essayer de régler des problèmes, au lieu de se dire, tiens, je vais bâtir une œuvre, je vais donner un sens à ma vie, je vais essayer d'être heureux. C'est-à-dire, ce que déplorent les anges, c'est le manque d'ambition des hommes pour eux-mêmes. Et donc, Michael Pinson, qui a donc 3 clients. Ces 3 clients sont... Il faut dire comment il les a choisis quand même, ces 3 clients, on va dire, ces 3 enfants. Parce que ça m'a beaucoup amusé. Il les a choisis en regardant des couples faire l'amour. Et du coup, Parce que c'est comme ça que les anges choisissent donc les 3 personnes dont ils vont s'occuper. Ah, j'en suis pas sûr, moi je ne suis que romancier. C'est ce que vous dites dans le livre. C'est ce que j'ai imaginé, oui, c'est-à-dire qu'il assiste à la conception. Et ça batifole joyeusement dans voilà, il y a une là, sorte... hein. Bon, parce c'est que un miroir, comme un miroir en fait. J'ai créé un territoire réel que j'ai vraiment dessiné, qui est le territoire des anges. Et là, au centre, se trouve un lac, qui forme d'ailleurs une sorte de cœur. Et sur ce lac se trouvent des photos de tout, enfin, comme des diapositives de tous les couples qui font l'amour à l'instant T où l'ange... Sur Terre. Voilà, où l'ange c'est Internet, les regarde. En fait, Internet dans le lac en forme de cœur. Voilà. Et on peut voir tous les êtres qui sont en train de créer la nouvelle humanité. Donc lui, on choisit 3. Il en choisit 3, et après, il doit commencer à les gérer, mais il les gère déjà quand ils sont des fœtus. C'est-à-dire qu'il influe déjà, il écoute déjà leurs pensées, et il essaie de les préparer à être sereins à la naissance, de même qu'il essaie de les préparer à être sereins plus tard, devant leur mort. Et c'est la lutte, l'Empire des anges, c'est la lutte d'un ange pour essayer de sauver 3 humains qui n'arrivent pas, qui sont paumés, qui n'arrivent pas à comprendre le sens de leur vie. Mais en fait, ce qui est très bien dans votre livre, c'est que ces 3 personnages, donc qui sont Vénus, Igor et Jacques, on voit Vénus, Igor, Jacques à 1 mois de conception, à 9 mois de conception, à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans, à 70 ans, enfin bref, on les suit tout au long de leur vie et ils parlent à la première personne en expliquant comment ils vivent, quelles sont leurs pensées, comment ils essaient de se débrouiller dans le monde sans parvenir à y vivre vraiment bien. Et on se fond bizarrement dans la lecture alors que finalement on pourrait se perdre parce que ce sont des histoires parallèles, des histoires croisées en fait. Oui, avec toujours le même ange gardien. Mais non, ça coule très bien. C'était la grande gageure de ce livre, c'était faire 3 subjectivités, c'est-à-dire chaque humain, chaque client raconte ce que lui pense, et en plus il y a Michael qui raconte ce que lui pense. Donc tout le livre est écrit à la première personne du singulier, mais on a 4 points de vue différents. Donc le point de vue des humains qui en fait sont obnubilés par leurs petits problèmes, et le point de vue des anges qui ne savent pas comment les aider. De l'ange Michael Pinson qui ne sait pas comment les aider, et des autres anges qui essaient de le conseiller, qui lui disent peut-être tu devrais essayer... Tu devrais faire ça ou ouais, ça. de créer une crise pour qu'il comprenne qu'il faut se remettre en question, peut-être que tu devrais lui envoyer plus de signes, peut-être que tu devrais agir sur son chat pour le sauver. Ah oui, le chat, il faut peut-être expliquer pourquoi le chat est aussi important que le rêve pour les anges. Parce que dans la théorie de l'Empire des anges,
les chats peuvent directement dialoguer avec les anges, mais ils n'ont pas spécialement envie, par contre, de retransmettre les informations que leur ont données les anges aux hommes. Parce que les chats considèrent que les hommes sont là pour les servir. D'ailleurs, j'ai un chat, je peux vous dire que J'allais vous dire, vous avez un chat, oui. mon chat considère que je suis là pour le servir, en tout cas. Et le chat a une théorie qui est qu'un jour, la nation chat a servi entièrement l'humanité, et que donc l'humanité sont leurs esclaves. Et donc ils ne voient pas pourquoi ils sauveraient les humains. Et donc les anges sont obligés de chercher des arguments pour que les chats les aident un peu dans leur travail. L'intuition, vous parliez aussi dans les Oui. moyens d'action. L'intuition, les signes et les médiums. Mais donc Parlons de l'intuition et des signes particulièrement. Alors les signes, ça consiste tout simplement à observer ce qui se passe autour de soi. Les anges se débrouillent pour qu'autour de nous soit indiqué ce qui va nous arranger. Il y a plein de petits aides. Il faut donner quelques exemples, par exemple. Oui. L'exemple de signes. Exemple par exemple. Il peut y avoir, je sais pas, un avion qui arrive en retard, ça peut être un signe que vous n'allez pas prendre cet avion. Je sais pas, un réveil qui sonne pas, c'est peut-être que vous ferez mieux de rester au lit le matin. Des intuitions, ça c'est juste une capacité à écouter ce que notre cerveau nous dit presque inconsciemment. Naturellement, je sais pas si ça vous est arrivé, mais vous voyez quelqu'un, vous savez que cette personne doit vous être bénéfique, doit vous être maléfique, puis après, dès que vous commencez à discuter, vous oubliez cette première impression. Donc les anges, en fait, nous envoient cette bonne information et nous l'oublions parce que nous laissons, illusionnés par les apparences ou par le discours. La première impression est toujours la meilleure, surtout si elle est mauvaise. C'est ça, c'est la fameuse théorie. Ou surtout si elle est bonne, non je dirais 50-50 pour le bon et pour le mauvais. Mais mon ange, donc Michael Pinson, au bout d'un moment s'aperçoit que vraiment c'est un métier trop difficile et aider de son collègue et ancien ami Raoul Razarbach. On ne l'a pas dit qu'il retrouve Raoul, justement. Voilà, alors Raoul, lui, travaillait sur un monde intérieur. Enfin, on comprend bien qu'il étudiait les fourmis. Non, c'est Wells, pardon, je finis par tout mélanger, oui. C'est Wells qui dit à un moment, je travaillais autrefois sur un univers intérieur. J'essaie de connecter tous mes livres pour qu'ils aient un sens entre eux. C'est-à-dire que si vous les lisez indépendamment, ça fonctionne. Mais si vous les lisez tous ensemble, il faut qu'ils créent un monde qui soit, je dirais, comme si tous mes livres se suivaient. Donc, mais moi, j'ai retrouvé tous vos livres à l'intérieur. Ouais. Sauf peut-être le père de nos pères. Si, parce que, regardez, Jacques s'appelle Jacques Nemrod, et l'héroïne du père de nos pères, c'est Lucrèce Nemrod. Et, alors effectivement, là, il y a des petites astuces. Il y avait une autre notion que je pourrais lier par rapport au père de nos pères, dont la problématique, c'est pourquoi l'homme est apparu sur Terre et quel est son sens d'évolution. C'est que les anges essaient de trouver quel va être le lendemain de l'espèce humaine. Comment faire pour que l'espèce humaine arrête ce système de 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Éviter les 2 pas en arrière, qui est 3 pas en avant, point, et puis encore 3 pas en avant. Ça, c'était la problématique du père de nos pères qu'on retrouve dans l'Empire des Anges, qui est éviter les retours à la barbarie, éviter les retours au mouvement réactionnaire, essayer de trouver en l'homme une capacité à surmonter ses peurs qui le prépare à accepter le futur. Et ça, c'est peut-être tout l'enjeu de l'humanité. Arriver à nous débarrasser de notre peur de l'étranger, notre peur de la mort, de notre peur de tout ce qui est différent, de notre peur de tout ce qui est inconnu. Et ça, c'est un discours que vous teniez déjà dès 1991 avec les fourmis, Bernard Exactement. Werber. Les fourmis sont des étrangers qui nous font peur et qu'on combat avec des produits chimiques, alors que peut-être on pourrait dialoguer avec eux. Je dirais, il doit y avoir d'autres formes d'intelligence. Qu'on va découvrir dans les années à venir. Ça peut être des extraterrestres, mais ça peut être aussi nos propres ordinateurs qui vont bientôt se mettre à penser. Et il ne faut pas avoir peur de l'étranger. Ouais, de ce qui est nouveau. Et je crois qu'on est une jeune espèce. Je dirais que pour notre espèce, c'est sa phase adolescente. Alors, en même temps, on teste tout, ce qui est fantastique. Là, on est dans un monde génial avec Internet et tout. Là, on est. Voilà. C'est l'Australie. On teste tout, mais en même temps, il n'y a pas de raison. On va dire par exemple le clonage, on a interdit le clonage humain, vous pouvez être sûr que dès le moment où c'est interdit, quelqu'un va le tester. C'est le propre de l'homme. Comme un adolescent, on lui dit touche pas à la moto parce que si tu te mets à rouler très très vite, tu vas te prendre un camion. Il va avoir qu'une envie, c'est de prendre des risques en moto. Et je pense que nous sommes une très jeune espèce et que notre futur normalement devrait faire que s'améliorer. Mais pour l'instant, nous tâtonnons.
Et les anges, peut-être, nous aident à faire moins d'erreurs. Vous avez le sentiment, Bernard Werber, dans la vie de tous les jours, d'avoir un ange gardien? Alors le problème, c'est que moi je suis romancier, ancien journaliste scientifique, donc je ne suis pas du tout mystique. Alors ce que je dis dans le livre, c'est que j'adopte le principe du pari de Pascal, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur deux pour qu'il y ait des anges, comme il y a une chance sur deux pour qu'il y ait un Dieu, comme il y a une chance sur deux pour qu'il y ait un monde invisible qui existe. Mais moi je n'utiliserai pas la terminologie de Dieu ou d'ange, je dirais qu'il y a probablement une dimension au-dessus qu'on n'est pas capable de comprendre et que j'essaie d'appréhender dans l'Empire des Anges en imaginant, en donnant une terminologie, je dirais, un peu classique, celle des anges et des dieux. Mais vous vous intéressez quand même à tous les dieux, justement, les dieux grecs, les dieux Je égyptiens, pense tout le monde est là. Hein. Je pense que toutes les mythologies devaient avoir eu accès à un moment ou à un autre à un savoir qui vient d'on ne sait où. Mais en tout cas, ce savoir se retrouve partout, même dans les tribus les plus primitives d'Amérique latine ou d'Océanie. On voit qu'ils racontent tous la même histoire. Cette histoire est celle du cycle des réincarnations. Vous savez, déjà dans le christianisme des origines, jusqu'en l'an 300, dans le christianisme, on parlait de réincarnation. On disait qu'on mourait et qu'on revenait sur Terre après et qu'on essayait de s'améliorer. Et on a enlevé la réincarnation parce que l'empereur Constantin s'est aperçu que sa femme Théodora le trompait, et quand il l'a attrapé, il a dit c'est pas grave, je suis chrétienne, donc je sais que tout ce que je commets de mal dans cette vie me sera pardonné dans la suivante, et dans la suivante je me comporterai très bien. Donc Constantin a dit, attendez, là ça fonctionne pas du tout, on vire la réincarnation du christianisme. Mais dans le christianisme des origines, il y avait en effet le concept de réincarnation. C'est ça qui est intéressant. Ce qui veut dire, Bernard Werber, que pour écrire vos différents livres, dont l'Empire des Anges qui vient de sortir, vous êtes obligé de vous intéresser à l'histoire des religions, à l'histoire de l'homme, enfin à énormément de choses. Vous avez une ouverture totale sur le monde, en Exactement. fait. Je crois que tout ce qui est spirituel mérite, à vrai dire, un travail scientifique. Le problème actuellement, c'est qu'on a une sorte de club qui est le club des mystiques qui, eux, disent voilà, il y a un Dieu, il y a un système comme ça, vous devez y croire, il ne vous explique rien. C'est un postulat dogmatique imposé. Et de l'autre côté, vous avez les scientifiques qui vous disent il n'y a rien, de toute façon on a expérimenté, on n'en sait rien. Je crois qu'entre ces deux voies, celle de la science cartésienne et celle de la mystique qui vous oblige à la foi, il peut exister une troisième voie, qui est une sorte de spiritualité que nous avons tous en nous, qu'il faut développer. Cette spiritualité, c'est chacun se fait son opinion à partir de ses observations, de ses intuitions, de ce qu'il voit autour de lui, et ne doit rejeter ni l'existence de Dieu, ni l'obligation qu'un Dieu existe. C'est-à-dire que croire en Dieu, c'est une erreur parce qu'on n'a jamais pu le vérifier, mais ne pas croire en Dieu, c'est une erreur parce qu'on n'a jamais pu vérifier qu'il n'y avait pas de Dieu. Donc dans les deux cas, je dirais, c'est des attitudes de gens qui prétendent savoir alors qu'ils ne savent rien, et le mieux, c'est de reconnaître son erreur et d'essayer de la combler en observant le monde, en évoluant, en n'hésitant pas à se poser des questions. Donc moi, en tant que romancier, je suis là pour que les gens se posent encore plus de questions, mais je ne suis pas là pour apporter des réponses, et surtout pas pour donner des certitudes, mais je suis là pour vous proposer, par exemple, dans l'Empire des Anges, d'imaginer ce que peut être une dimension supérieure avec des êtres qui essaient de nous faire du bien et qui essaient de nous aider presque malgré nous. Quand on fait l'amour, il faut donc faire attention parce qu'en fait, on nous voit là-haut. On en reparlera. Bernard Werber, on écoute Michel Jonas et on se retrouve tout de suite après. On parlera de Vénus, Igor et Jacques, qui sont donc les trois anges gardés, on va dire, de votre livre. L'Empire des Anges, un roman qui paraît chez Albin Michel. Je l'ai dit, ça va faire un malheur et ça devrait vous plaire, à vous qui écoutez cette émission. Nous avons parlé donc des enfants, enfin on va dire simplement des fœtus au départ, même pas, ils sont même pas encore tout à fait conçus, qu'ils sont déjà choisis par Michael Pinson. C'est Vénus, Igor et Jacques. Alors ils sont de nationalités différentes, ils ont des vies différentes. Déjà quand ils sont enfants, bon, on sait qu'il y en a un qui risque d'avoir des problèmes respiratoires, que l'autre en revanche n'a aucun problème, que le suivant, lui, a toutes les chances de se retrouver dans une famille monoparentale. Bon, tout de suite, les choses sont dessinées un petit peu. Oui, j'ai choisi trois humains les plus différents possibles, mais à un moment, Edmond Wells, donc, qui est l'instructeur de Michael, lui dit, voilà, un humain, c'est 25% d'hérédité, 25% de karma, 50% de libre arbitre. Avec les 25%, avec les 50% de libre arbitre, on peut décider de donner 100% de valeur à l'hérédité, c'est-à-dire par exemple un fils de roi va être fils de roi, il ne fait que prolonger son hérédité. Avec les 50% de libre arbitre, on peut décider de donner 100% au karma. 25% de libre arbitre. Non, 50% de libre arbitre. On peut décider de donner plus d'importance à son karma. Alors son karma, je dirais, c'est ses désirs des vies précédentes, c'est un peu son inconscient, c'est ce qui nous pousse à vouloir régler des comptes, on ne sait pas d'où ça vient, c'est quelque chose de plus profond en nous.
Et avec ces 50% de libre arbitre, on peut décider d'avoir 100% libre arbitre. C'est-à-dire que le libre arbitre est le levier qui agit sur les deux autres éléments. Et on peut renoncer à notre liberté en donnant toute valeur, soit à notre hérédité, soit à notre karma. Et donc là, les trois personnages, Igor, Vénus et Jacques, vont gérer différemment. Donc il y a un Français, un Russe et un Américain. Une Américaine. Une Américaine. Et on va voir comment avec leur libre arbitre, ils réussissent leur vie ou ils échouent leur vie. Mais c'est ce que je crois qui existe vraiment dans nos vies. Nous décidons de ce qui se passe tous les jours. C'est-à-dire il n'y a pas de destin préétabli, mais les gens, quand ils vous lisent les lignes sur la main, qui vous disent voilà, vous allez vous marier, vous allez avoir 3 enfants, je pense qu'ils n'en savent rien. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, et c'est le grand pouvoir, le grand cadeau que nous ont donné. Le grand cadeau et la grande peur aussi de la plupart des gens. Oui, c'est le cadeau de la liberté. Nous pouvons diriger notre vie, nous pouvons aller à l'encontre du bon sens, nous pouvons aller à l'encontre de nos intérêts. Et Edmond Wells, quand il instruit Michael Pinson du travail d'ange, lui dit tu n'as qu'un devoir, c'est exaucer tous les vœux. Et Michael Pinson lui dit même les vœux contraires aux intérêts des clients. Il lui dit surtout les vœux contraires aux intérêts des clients, parce que c'est leur liberté et que les êtres humains ont ce privilège énorme, c'est celui de faire des bêtises comme celui de se comporter comme des gens bien. Parce que la bêtise construit aussi. Ça fait partie de leur trajectoire de vie. Comme nous-mêmes, nous nous trompons, nous allons à contresens de notre intérêt et il n'y a personne qui vient nous arrêter. Et c'est le grand cadeau que nous avons, c'est celui du libre arbitre sur cette planète. Donc on voit ces trois personnages arriver à des âges plus ou moins élevés. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de Jacques, si vous voulez bien, Bernard Werber, qui écrit le livre des rats. Alors ça me fait rire, hein, parce que les fourmis, les rats, les thanatonautes, Michael Pinson, après on retrouve Raoul Razorback, on retrouve Edmond Wells. C'est encore un petit clin d'œil que vous nous faites, non ? C'est-à-dire, Parce que le livre des rats, je me souviens qu'on en avait parlé, je vous disais une fois, vous devriez faire le livre des rats après les fourmis, les rats. Les hommes sont coincés entre deux comportements, qui est le comportement des fourmis, celui des rats. Les fourmis, c'est 100% solidarité, et les rats, c'est 0% solidarité, c'est que le meilleur gagne. Et nous avons ce choix. C'est, le choix entre le libéralisme et la solidarité, le libéralisme absolu et la solidarité absolue. C'est la guerre, hein, les rats c'est la guerre. Quoi. Les rats, ils éliminent les faibles, les malades, les pères essaient de tuer leurs enfants et les mères doivent les protéger. Et de manière générale, ils vérifient en permanence qui est le plus fort. Et c'est un comportement de horde où tout ce qui est faiblesse est systématiquement éliminé. Alors que chez les fourmis, les blessés sont soignés, les malades sont soignés, tout le système est fait pour qu'il n'y ait pas d'individus au-dessus d'autres individus. Il n'y a pas de hiérarchie. Mais là, vous ne répondez pas vraiment à ma question. Vous êtes en train de me faire genre homme politique, langage de bois. Non. Pourquoi les rats ? Pourquoi ce personnage écrit un livre sur les rats et qui sort son premier bouquin ? Enfin, ça m'a fait rire, quoi. Là, on a l'impression de retrouver Bernard Werber qui écrit son premier livre. Tout à coup. Je me suis un peu glissé dans la peau de Jacques parce que ça m'amusait. Mais ça m'amusait aussi de lui faire le contraire de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que. Ah oui, il fait le contraire, c'est vrai. Moi, j'ai fait les fourmis, lui, il fait les rats. De même qu'il tient énormément à sa chevelure et moi, je suis pratiquement chauve. Terriblement à votre chevelure aussi. Non, j'ai essayé malgré tout de brouiller un peu les pistes. Il faut pas être entier dans le bouquin. Mais je raconte. Moi, je vous ai retrouvé à plusieurs endroits quand même dans le livre. Par exemple, le fait que le personnage, donc Michael Pinson, soit un homme assez solitaire, qui aime pas forcément sortir, qui aime bien. Ça c'est mon grand danger. Hein, là, donc. Non, c'est le grand danger en effet. C'est le danger pour l'écrivain de toute façon. C'est pour ça que je me suis mis cet avertissement dans le livre comme ça. C'est gravé dans le marbre. C'est dur de vivre en ne faisant qu'écrire, c'est ça ? C'est pas ça, au contraire, c'est vachement bien de vivre en ne faisant qu'écrire. Oui, mais on est tout seul, c'est dans la solitude. Non, moi j'ai un grand problème, c'est que je prends un énorme plaisir à écrire. J'écris tous les matins à 5 heures et c'est un ravissement. Ma difficulté est de revenir dans le monde, d'être de sortir de cette espèce de coma, d'être sociable, de parler avec des gens pour ne rien dire, juste pour se rassurer. Pour moi, une conversation, ça doit être forcément enrichissant. Dès que je m'ennuie, je m'en vais. Donc, il y a des petits efforts à faire, il y a des minimums, d'hypocrisie à faire pour vivre en société, et j'ai beaucoup de mal à les produire.
Donc, comme le personnage, Michael Voilà, Besson. Ouais. et j'ai toujours envie de revenir vers mon ordinateur et me mettre à raconter des histoires, inventer des mondes. Et il y a un moment, ce que je dis dans le livre, d'ailleurs je m'auto-dénonce, je me dis, c'est peut-être une lâcheté, il faut peut-être que je me force à faire reset en société, il faut que je me force à sortir, à ne pas Vous vous rester... forcez, par exemple, à venir parler de votre livre à la Non, radio? Non, là, quand même pas. j'ai l'impression de défendre mes petits bébés, mes livres. Ce livre, j'ai mis 2 ans à l'écrire. J'ai travaillé pendant 2 ans tous les matins à inventer ces personnages, à les mettre en scène. Donc pour moi, c'est vraiment même un soulagement de pouvoir les défendre et les faire vivre. Vous m'avez dit tout à l'heure hors micro, Bernard Werber, que vous prépariez en tant que réalisateur un court-métrage et que quand vous écriviez, justement, c'était un peu le même travail, on va dire, de découpage, que vous faites De un montage, plan oui. de montage. Ça fait longtemps que je voulais rêver d'être réalisateur parce que pour moi, ce qui importe, c'est l'image. Même quand j'écris, il n'y a aucun effet de style ou de phrases longues. J'essaie surtout de mettre des phrases courtes, sujet, verbe, complément, et surtout de faire passer des images. Vous enlevez Thème- tous les adjectifs, systématiquement, par exemple. Pas Presque. tous, j'enlève tous les adjectifs qui servent à rien. J'essaie de sortir toutes les descriptions qui ne servent à rien, de telle manière qu'il n'y ait Tout ce aucun qui fait effort. joli, en fait. Voilà, tout ce vous qui fait enlevez. joli. Tout ce qui fait les prix littéraires, c'est pas pour moi. Mais le lac en forme de cœur, vous auriez pu faire un lac tout court, alors. Ouais. Non, j'essaie d'ajouter quand même des choses qui vont permettre aux gens de le visualiser. À la limite, Un building d'en comme, rêver. comme un millefeuille, c'est une image aussi, c'est littéraire finalement aussi. Oui, mais je vais pas dire, je vais pas développer ça plus que ça ne le mérite. Je vais poser l'image et après je point. crois que c'est aux gens de se créer leur propre écran de cinéma dans la tête et de voir le film. Moi quand j'écris, je vois le film. Donc j'espère que le lecteur, quand il le lit, il est aussi dans un spectacle. Et dans ce spectacle, il faut qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait de l'image. Et j'ai retrouvé ça après dans mon travail de réalisateur. Mon travail de C'est quoi réalisateur. ce travail de réalisateur, alors ce court-métrage? Il nous Donc reste j'ai 2 fait un minutes. court-métrage qui s'appelle La Reine de Nacre, qui fait 15 minutes, qui j'espère sera présenté à Cannes. Là, je vais le savoir un jour qui viennent. Croisez les doigts. Je croise les doigts. C'est un petit polar fantastique. En fait, c'est une sorte de petit chapeau blanc et bottes de cuir avec un visuel très fort parce qu'il y a beaucoup d'images de synthèse et beaucoup d'effets visuels. Et c'est un chapeau blanc et bottes de cuir délirant dans lequel les personnages se retrouvent plongés dans une partie d'échecs. Et avec une sorte de caméra subjective, on rentre dans le jeu et on voit les personnages marcher dans l'échiquier et voir les pièces comme des immeubles. Et chaque fois qu'il y a un meurtre qui se produit dans notre réalité, dans notre réel, on voit après à quoi ça correspond dans la partie d'échecs. Ah, Et les ouais. enquêteurs circulent à l'intérieur du jeu d'échecs pour comprendre comment se passent ces meurtres. Ça peut faire un livre aussi. Hein. Ben, en fait, Non. c'est presque une prolongation de l'Empire des Anges, parce que l'Empire des Anges, ce sont des joueurs Oui, qui oui, regardent oui, l'humanité, ouais. ce qui se passe. En fait, c'est toujours cette idée, nous sommes entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, nous sommes entre les fourmis et les étoiles. Et je dirais l'Empire des Anges, c'est un complément des fourmis, dans la mesure où les fourmis regardent les hommes, les anges regardent les hommes, et avec ces deux focales, j'essaie de mieux comprendre ce qu'est l'homme, ce qui m'intéresse c'est l'homme. En tout cas, c'est sacrément bien, où on pourrait dire, attends, on faudrait trouver un mot qui aille avec, c'est pas paradisiaque, non, on peut pas dire ça, mais c'est divinement bien. Voilà, l'Empire des Anges, Bernard Werber, un roman qui paraît chez Albin Michel. Merci d'être venu. Merci. Votre site internet, c'est quoi exactement votre adresse? www.werber.imaginette.fr. Voilà, très bien, merci à vous. Merci.